Et oui, les grandes manœuvres se poursuivent dans l'industrie de la gestion d'actifs après le rapprochement l'été dernier annoncé entre les géants BNP Paribas et AXA. C'est au tour de Natixis et de Generali d'annoncer la création d'un nouveau champion européen de la finance et de la gestion d'actifs. Bonjour Sébastien Lalevé. Bonjour. C'est le directeur général de la financière Arbevel. C'est vrai que coup sur coup, on est en train d'assister à l'émergence de deux mastodontes de la gestion d'actifs. Avec donc cette dernière opération annoncée il y a de cela quelques heures entre Natixis et Generali, pour créer donc un acteur de 1900 milliards d'euros d'actifs sous gestion, deuxième en Europe derrière Amundi, numéro 9 mondial. Pourquoi on sent, ça fait longtemps qu'on en parle, mais on sent une accélération dans ces mariages. Quelle est la raison stratégique qui est derrière? Certains disent que c'est une course à la taille, qu'il faut lutter contre les géants américains, mais pas seulement. Il y a clairement une course à la taille, hein. En termes de chiffres, au-delà des 1900 milliards, c'est 9 milliards de valo, 4 milliards de chiffre d'affaires, 6500 personnes. Donc c'est quand même pas mal de gens. Ça va être un vrai travail de restructuration, de réflexion de gamme. C'est 55% d'actifs européens. C'est minoritaire dans les actifs qui sont très en vogue en ce moment, c'est-à-dire le private equity, les actifs privés. Donc on est dans une période en fait de rebalancing total de la finance mondiale, qui est devenue beaucoup plus globalisée, qui est beaucoup plus multi-actif, avec des acteurs effectivement de plus en plus gros. Donc effectivement, pour peser dans cette industrie aujourd'hui, l'échelle... Mais la course à la taille, on pourrait la voir dans toutes les industries. Pourquoi spécifiquement dans celle-là? Ça fait partie des industries. Moi, quand j'ai commencé à travailler il y a quelques années, pour vous donner une idée, j'étais broker. Les frais de transaction étaient de 30 points de base pour acheter ou vendre une action. Aujourd'hui, on est à 2, 3, 4. Donc les frais ont été réduits par 10 de transaction. Les frais de gestion, avant, c'était 2%, il y a 20 ans. Voire plus. Voire plus. Aujourd'hui, on est dans beaucoup moins. Donc c'est une industrie où en réalité, le chiffre d'affaires est structurellement en train de baisser parce que les clients veulent toujours plus pour moi, c'est une forme de déflation. Et dans le même temps, cesse d'augmenter les coûts technologiques, les coûts réglementaires. Exactement. Donc nous, chez Arbevel, on est en train de fusionner avec Montpensier. Donc nous, la somme des deux fera qu'un petit 6 milliards, mais on est confronté exactement au même sujet. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires, on doit constamment aller trouver des nouveaux clients pour maintenir un chiffre d'affaires constant, aller travailler sur d'autres classes d'actifs. Je crois qu'un des arguments, il disait de leur capacité à seeder des fonds d'actifs privés. Donc quand vous allez voir un client, lui dire nous, seeder, c'est-à-dire ensemencer, mettre le premier argent. Ouais. Vous allez voir un client en disant nous, au fait, avec notre nouvelle entité, on est capable de mettre 1 milliard dans le nouveau fonds qu'on vous propose. Ça le crédibilise tout de suite. Ça le crédibilise tout de suite. Donc c'est ça aussi la course à la taille. Donc, et puis c'est pas un jugement de valeur, mais quand on est dans une industrie, on doit jouer avec les mêmes règles que les autres. Et quand les autres font ça, on est obligé de le faire. Sur ces 1900 milliards d'euros, encore une fois, je reviens à cette opération qui vient d'être annoncée entre Natixis et Generali. 1300 milliards viennent de Natixis et 600 milliards de Generali. C'est présenté comme un mariage entre égaux, mais quand on voit les chiffres là, c'est pas mal. Mais c'est plus rentable. Generali est plus rentable, a des actifs, a plus de gestion active. Le mix, vous savez, on parlait entre actions, obligations, les frais de gestion ne sont pas du tout les mêmes. L'actif le plus en vogue et le plus rentable, c'est les actifs privés. Donc la dette privée, le private equity. Je pense il y en a plus chez voilà, donc en général, il était plus rentable en rentabilité des actifs détenus. Même si facialement. Même si en somme des encours. L'un est 2 fois plus gros. L'un est 2 fois plus gros que l'autre. Après, la course à la taille, on dit est-ce que être passé de 1300 pour Natixis à 1900, est-ce que ça leur permettra d'être plus actifs et dans les appels d'offres? C'est pas évident. Je me rappelle, nous, Arbevel, on a géré pour l'État de Norvège pendant des années. On gérait moins de 200 millions quand ils nous ont confié beaucoup d'argent. Donc la taille n'est pas la seule chose. Mais la vérité, c'est que les concurrents aujourd'hui sont essentiellement anglo-saxons, évidemment. Même si on peut s'enorgueillir en tant que Français d'avoir maintenant trois acteurs de référence de cette industrie. Dans le top 3 européen. Dans le top 3 européen et dans le top 15 mondial. Donc on dit beaucoup de mal de la France en ce moment, mais il y a des métiers où on est assez bon. La gestion d'actifs en est un, les services en sont un autre. Les services aux entreprises comme les Capgemini, les Sopra, on a inventé le métier des ESN. Donc il y a des métiers dans lesquels on est bon. ESN, c'est les anciennes SS2I. Ah oui, ex-SS2I. Société de services informatiques. Exact, donc c'est un métier qu'on a inventé en France. ESN qui veut dire, pardon?
entreprises de services numériques. D'accord. Sur cette finalisation de cette opération entre Natixis et Generali, elle doit encore passer par la case politique et comment dire, les administratives aussi. Tout ça est prévu pour début 2006. Il n'y a pas de raison 2026, que ça il n'y a pas de raison. 2026. Il y a quand même des vrais pas de raison que ça n'aboutisse pas. Parce que on parle de la CNP, on parle de la Banque Postale, on parle pour Generali d'un des principaux acheteurs de dette italienne. Ouais. Donc, j'ai pas d'avis sur le sujet, c'est juste que c'est pas simple. C'est pas deux petites sociétés qui s'arrangent entre elles et pour aller voir l'AMF et disent ouais, ça y est, on va fusionner. Il y a des enjeux supérieurs qui sont réels. Est-ce que c'est bien on peut s'enorgueillir d'avoir des champions européens de la finance, de la gestion d'actifs, mais est-ce que c'est bon pour les épargnants, pour une fois, pour le client final, nous, vous? Il y a en fait, en plus, au-delà de ces mastodontes, on assiste au niveau domestique et en Europe à une concentration. Le marché retail, donc des conseillers en gestion de patrimoine, est en train de se concentrer de façon extraordinaire via un peu la même logique, des fonds de private equity qui financent des gens qui consolident pour grossir. Donc, je pense que c'est un ADN et c'est le plus compliqué dans une fusion. C'est de conserver un ADN. Et ce qui fait, moi je suis entrepreneur, on a créé Arbevel, on l'a repris, on l'a fait grandir. Donc j'ai envie de vous dire que tant que l'ADN est maintenu, le client n'a pas à s'inquiéter. Oui, parce que l'intérêt, quand j'ai l'intérêt, est-ce que c'est d'avoir des produits avec des frais plus réduits, d'avoir des produits plus innovants, plus performants, ou on ne sait pas? La réalité aujourd'hui, c'est que le gros des actifs, vous savez comme moi, qu'il est algorithmique, qu'il est en gestion passive. Nous ne sommes plus dans les fonds qui ont fait la fortune de DNCA qui appartient à Natixis. Aujourd'hui, des fonds de stock picking, où vous aviez des gérants qui allaient voir les sociétés. On n'est plus là-dedans. Aujourd'hui, c'est un des sujets. Le gros, votre intervenant précédent parlait de la mainmise des États-Unis sur l'épargne mondiale via la tech. La finance n'a jamais été aussi concentrée de l'histoire, mais pour des bonnes raisons. Les 7 magnifiques, rappelez-vous, en 2023, on correspondait à plus de 100% de la croissance des résultats du S&P en 2023. Il n'y avait que le S&P qui avait que ces sociétés-là qui étaient en croissance. Le reste était en décroissance. Mais sur 23-24, en fait, c'est assez frappant. Donc il fallait être actionnaire de ces sociétés-là. Donc il y a une surconcentration vers quelques noms. Pour la petite histoire, j'ai une amie qui m'a dit « Tiens, regarde, il y a un ETF américain, vegan et climat ». Je me dis, c'est intéressant, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Et ça a bien marché, une bonne perf. Première ligne de l'ETF, Nvidia. Deuxième ligne, Apple. Broadcom, Mastercard, Visa. Donc il y a une surconcentration qu'il n'y a jamais eu. Donc tout ça fait que les gens qui font de la vraie gestion active passent un peu pour des benets parce que eux, leur métier, c'est pas d'investir uniquement dans ces sociétés-là, quoi qu'il arrive. Et c'est ce qui marchait. Donc par rapport à votre question, la gestion passive, qui est très momentum, qui suit la tendance, qui est très 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 concentrée, elle a suivi ce momentum depuis 2 ans. Donc, quand on parle des ETF, gestion passive, ce sont les ETF. Donc ça fait 2 ans qu'en réalité, s'intéresser véritablement à ce que font les sociétés ne crée pas de valeur. Et donc les clients, ils vous disent, écoutez, vous êtes gentil, vous prenez 2% de frais, mais vous faites moins bien qu'un tracker qui est 10%, enfin, qui est 10 fois moins cher. Donc tout ça a favorisé ces éléments-là. Donc mon vœu pieux, c'est qu'on sorte de cela. Est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas. Mais tant que les gens ont cette mentalité, effectivement, il y a une course à la taille qui fait que les fees baissent et donc il faut être plus gros. Les fees et les commissions. Est-ce que ce mariage entre Français ou entre Européens, c'est une façon d'éviter que les mastodontes américains, qui sont beaucoup plus gros, BlackRock c'est plus de 10 000 milliards de dollars dans le monde des gestions d'actifs, que ces gestionnaires américains aient la main haute ou la haute main sur la gestion de notre épargne, de l'épargne européenne? Parce que pour moi c'est aussi une question quelque part, c'est un enjeu de souveraineté aussi. C'est complètement un jeu de souveraineté. Enfin, oui, c'est un vrai jeu de souveraineté à partir du moment aussi où il y a un choix sur la location d'actifs, où est-ce qu'on investit. Ce que je disais, ce géant aura 55% de ses actifs en Europe. En allocation générale, vous êtes client privé. Si vous avez 50% en Europe depuis 3 ans, vous faites moins bien que ceux qui ont 60% aux États-Unis. Soit gestionnaire français, italien ou américain, effectivement, si la location d'actifs est sur le marché américain. Se pose la question au-delà de l'épargne. Moi, je pense que nous, en tant que citoyens, il faudra aussi qu'on se dise, ça serait bien qu'au-delà des géants privés, il y ait aussi des fonds de pension, parce que c'est un moyen
politique d'orienter l'épargne. Ouais, c'est encore un autre sujet, ça. C'est un autre sujet, mais connexe. Sauf que, accessoirement, Donald Trump a expliqué qu'ils ont les plus gros gestionnaires d'actifs du monde, mais Donald Trump a dit très précisément que son objectif était de créer un fonds de pension. Et l'Arabie Saoudite s'est jetée dedans de façon assez forte. Un fonds souverain ou un fonds souverain? Un fonds souverain, ouais, c'est la même chose. Et donc le fonds de pension norvégien fait ça depuis 20-30 ans, à des performances magnifiques. Et je pense que les Norvégiens sont assez... Je crois que c'est 200 000 euros par citoyen norvégien d'actifs liés au fonds de pension. Ça laisse rêveur. Ça laisse rêveur. Et puis surtout, c'était des gens qui investissaient dans les entreprises, avec une vraie vision consolidée et long terme. Donc, pour investir la manne pétrolière, c'est ça aussi le sujet. Pour investir la manne pétrolière. Et ce qui était intéressant, c'était essentiellement en actions, le fonds de pension norvégien. Donc ils ont eu des performances magnifiques en étant très biaisés sur les actions qui, malheureusement, dans notre pays, est perçu comme quelque chose de très risqué. Même qu'aujourd'hui, les gens sont persuadés que les vraies entreprises sont privées, en private equity, et que la bourse correspond pas à des vraies entreprises. Là-dessus, oui, il reste encore un peu de pédagogie à faire. Ah bah oui, mais c'est un travail quotidien pour nous. Allez, merci à vous, Sébastien Lalevée, directeur général de la financière Arbevel. Merci. Merci beaucoup.